moi, je me suis lancé très tôt et j'étais vraiment là au bon moment, au bon endroit, au bon moment avec Azeroth.fr et World of Warcraft. 2025, c'est plus le cas. Là, on n'est plus au bon moment, alors, au bon endroit. C'est très compliqué sur toutes ces plateformes. Les gros créateurs sur YouTube, c'est souvent des gens qui sont là depuis longtemps, qui étaient là au début et qui ont grossi avec la plateforme qui a grossi très vite depuis 15 ans. C'est la même chose un petit peu sur Twitch. Donc c'est compliqué, certainement. Est-ce que c'est impossible ? Je ne pense pas. J'ai commencé à me dire si je pouvais en vivre, eh ben c'est ce que je voudrais faire. Et il a fallu attendre 2014 pour que ça se concrétise, parce que vraiment, j'insiste sur ce point, à l'époque, dire « je voudrais vivre du podcast », c'était, j'en sais rien, comme dire « je voudrais vivre du fait de marcher dans la rue », tu vois, ça n'a pas de sens. Tu sais, je fais des lives TikTok aussi maintenant, donc en format vertical, et j'ai été estomaqué de constater qu'il y a des gens qui m'ont trouvé sur TikTok par hasard, qui m'ont trouvé sur TikTok, qui voient le flux, qui entendent ma voix et qui me disent « Patrick !» Ils reconnaissent ta voix. « Je ne t'ai pas entendu depuis Azeroth.fr en 2008. Qu'est-ce que tu deviens ?» Bienvenue dans Upload. Aujourd'hui, on est avec Patrick Béja, podcaster before it was cool, j'ai envie de dire. Non, à l'époque, c'était beaucoup plus cool. C'est aujourd'hui que c'est vrai plus si cool. Alors toi, t'as commencé en 2006. C'était vraiment cool en 2006. Les gens connaissaient le mot podcast ? Les gens connaissaient pas. Non, mais tu vois, c'est comme les groupes que tu connais avant qu'ils vendent beaucoup, tu vois. Donc le podcast à l'époque, c'était un petit peu différent. C'était beaucoup plus communautaire, beaucoup plus collaboratif, je dirais. On allait dans les podcasts les uns des autres. On se connaissait tous. C'était une toute petite communauté. Mais bon, c'était aussi pas la même chose parce que personne en vivait. C'était pas un vrai métier. C'était marrant. C'était très tech, c'était très geek, non, un peu les sujets des podcasts. C'est vrai que c'était souvent tech et jeux vidéo parce que à l'époque, il fallait connaître le média et connaître la technologie, mettre les mains dans le cambouis pour aller te faire un flux RSS, l'héberger, machin. Donc c'était plutôt des gens qui avaient déjà l'habitude de ce genre de choses et donc ces gens-là étaient intéressés par des sujets plutôt geek, plutôt tech. Ok. On va y revenir, mais d'abord petite présentation. Donc actuellement, tu es surtout au micro de 2 podcasts, le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu. Donc tu animes depuis un certain temps aussi quand même. 2016, non, peut-être même avant, non ? Avant, alors le Rendez-vous Tech, ça a commencé en 2009. Donc ça date un petit peu. Et le Rendez-vous Jeu en 2014, quand je me suis lancé en tant que podcasteur indépendant professionnel. Donc parce que effectivement au départ, t'as commencé un peu ça comme un hobby, j'ai envie de dire. Bah, j'avais pas le choix. Le podcast, c'était qu'un hobby. Ça pouvait pas, tu sais, en 2006, comme tu le disais, les gens savaient pas ce que c'était, mais le métier existait pas en tant que métier. YouTube n'existait pas. YouTube démarrait à peine, oui. C'était 2007, il me semble. 2006, la création, je crois que c'est 2006. Donc on parle même pas des podcasts vidéo, tout ça. Oula, loin. Encore que, tu sais, sur mon premier podcast, comme tu disais, c'était des trucs de geek, c'était un podcast sur World of Warcraft. Azeroth.fr. Exactement. Et je faisais des lives déjà à l'époque. Alors j'en ai fait quelques-uns en 2007, je crois, le premier. Mais c'était un outil qui s'appelait Tiny Chat, qui avait une fenêtre vidéo grande comme ça. J'avais une caméra posée sur le bureau et le micro de l'ordinateur, tu vois. Mais on faisait des chiffres, plusieurs milliers de spectateurs à l'époque. C'est vrai ? C'est plus qu'aujourd'hui. En fait, c'est vachement compliqué de faire des milliers de spectateurs sur Twitch. C'était un petit peu un événement pour les gens de la communauté à ce moment. J'avais dit dans un épisode, le prochain, j'allumerai la caméra, venez voir. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec la popularité du jeu, avec l'absence d'autres podcasts, si tu voulais écouter un podcast, il y en avait 3. Donc, c'est vrai que il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Mais c'était anecdotique. Azeroth.fr, ça a duré combien de temps ? Ça a duré que 3 ans. Moi, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus long parce que ça a été vraiment le lancement de ma carrière. Mais ça a duré que 3 ans, au rythme d'un épisode par mois, parce que après, moi, j'étais intermittent du spectacle quand je me suis lancé. Et puis, ce domaine d'activité est devenu de plus en plus compliqué. Et en parallèle, j'ai été contacté par Blizzard, donc les développeurs et éditeurs de World of Warcraft, le jeu dont je parlais. C'est grâce à nos podcasts ? Les contacts, oui, se sont faits grâce au podcast, évidemment. J'ai fait partie de la communauté, j'ai été envoyé à des salons, des conférences, la BlizzCon, tout ça, grâce au podcast. Et ils m'ont donc, on a commencé à se parler.
Et quand ils ont eu besoin de quelqu'un pour un poste en Europe, comme je les connaissais, ils m'ont dit est-ce que tu connais quelqu'un? J'ai dit non, mais quelques mois plus tard, moi je cherchais un boulot, je les ai recontactés, ils m'ont dit. Ok. C'est vrai que il y avait quand même un aspect hobby, mais ça t'a quand même donné une carrière finalement. C'était un moment incroyable. Moi, quand j'ai commencé chez Blizzard, quand je suis arrivé dans la société, j'étais émerveillé. C'était un truc, surtout que j'en avais fait déjà une énorme partie de mon quotidien avec le podcast. Donc oui, le fait de travailler là-bas, c'était très très cool. Et j'y suis resté 5 ans. Quand tu dis le podcast m'a donné un métier, c'était le cas dans un premier temps avec Blizzard, avec ce travail, puisque c'est grâce au podcast que je suis rentré en contact avec eux. Mais c'est doublement vrai, puisqu'en 2014, après 5 ans passés chez Blizzard, j'ai changé de carrière et je suis devenu podcasteur professionnel à plein temps. Entre le lancement d'Azeroth.fr et 2014, j'ai lancé, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 podcasts différents. Et parce que je suis vraiment... En fait, si je suis allé chez Blizzard, c'est parce que je pouvais pas encore faire du podcast mon vrai métier. Ouais. C'était pas possible. Il y avait pas la configuration, il y avait pas la structure. Tu l'avais dans un coin de ta tête ou pour toi c'était inconcevable? Ah mais toujours, depuis toujours. Ouais. D'ailleurs, j'ai cherché des sponsors dès le début. On a monté avec des amis une structure pour professionnaliser le podcast qui a commis des erreurs de différentes natures. Donc on s'est arrêté au bout d'un moment. On est restés bons amis pour la plupart. Donc ça c'était bien. Mais on a tout de suite eu cette volonté de faire du podcast notre métier parce que pour la plupart d'entre nous, pour moi certainement, j'en parle souvent comme d'un coup de foudre professionnel. J'ai tout de suite senti et voulu en faire mon activité principale. Mais avant 2013-2014, c'était pas possible. Il y avait aucun moyen. J'avais cherché des sponsors, j'avais des dons pour Azeroth.fr, et malgré l'audience qui était importante, avec les moyens qu'on avait de la mesurer à l'époque, les dons ne fonctionnaient pas. C'était vraiment anecdotique, on a payé des repas à mes co-animateurs, tu vois, ce genre de choses, mais ça allait pas plus loin. Ouais, c'est vraiment avec l'arrivée de Patreon, fin 2013, début 2014, que là, les perspectives de monétisation sérieuse par financement participatif se sont ouvertes. Et là, du coup, Patreon, on va en parler. Toi, tu t'es inscrit à quel moment? Fin 2013. Ah ouais, dès le début. Complètement, oui. J'ai toujours été assez à la recherche des dernières choses qui se faisaient dans ces métiers. Dans le podcast en particulier, dans la création de contenu en général, mais dans le podcast en particulier. Et j'ai vu, à partir de l'automne-hiver 2013, Patreon avait été créé quelques mois auparavant, je crois. Et j'ai des amis podcasteurs américains, parce qu'à l'époque, je faisais vraiment partie des deux communautés, tu vois. J'avais la communauté francophone et la communauté anglophone, et j'avais une activité intense dans les deux communautés. Et j'avais, moi, grandi dans le podcast, on va dire, avec les podcasteurs les plus importants de l'époque aux États-Unis, avec lesquels je travaillais, je participais à leurs émissions, ils venaient dans les miennes, etc. Et donc, j'avais ces deux communautés auxquelles je participais. Et les podcasteurs américains, certains d'entre eux ont commencé à utiliser Patreon, qui était à la base pensé pour les musiciens, les artistes. Ouais. Donc, ils ont commencé à utiliser Patreon pour financer leur activité de podcast. Et ça, c'était en décembre. Moi, en janvier, je vois ça en décembre, et en janvier, je commence à travailler à créer mon Patreon aussi pour soutenir mon activité de podcast qui, à l'époque, était essentiellement constituée du Rendez-vous Tech que j'avais lancé donc en 2009, 3-4 ans auparavant. C'est ça, parce que du coup, si on regarde un petit peu la timeline, Azeroth était terminé, tu avais testé d'autres formats et puis finalement, tu t'es calé sur le Rendez-vous Tech. C'était ton podcast principal. Oui, alors j'avais effectivement d'autres formats que je voulais continuer, que je voulais faire, mais à un moment, quand tu as un boulot à temps plein et puis 4 podcasts à côté, tu tiens plus. Donc il y en a certains que j'ai dû arrêter, que j'ai relancé ensuite, etc. Mais oui, il y avait différents formats que je faisais, et encore en 2014, il y en avait plusieurs. Et Azeroth.fr, effectivement, je l'avais arrêté au moment de mon arrivée chez Blizzard, parce que je pouvais pas travailler officiellement pour la société et puis faire un podcast qui parlait des jeux, c'était pas de la communication. C'est sûr. Voilà. Donc en 2014, début 2014, mon activité la plus porteuse, c'était effectivement le Rendez-vous Tech, qui était un hebdo d'ActuTech.
Et je l'ai donc j'ai pensé le Patreon pour soutenir essentiellement le Rendez-vous Tech, et je l'ai lancé dès le mois de mars 2014 pour tester. C'était un premier Patreon, on va dire, une version 1 ou même une version bêta, Ouais. dont les objectifs étaient raisonnables. On parlait de 200 et 500 dollars, parce qu'à l'époque c'était en dollars par épisode. Et j'ai atteint ces objectifs très très vite. Donc c'était très encourageant. La communauté a vraiment répondu présent, et c'est pour ça qu'on sentait aussi que il y avait dans cette communauté et dans l'activité de podcast, au niveau du financement participatif, presque une envie des communautés de soutenir des gens qu'ils suivaient depuis des années, déjà à l'époque. Alors 2014, ça peut sembler tôt pour les gens qui ont découvert le podcast à ce moment ou plus tard, mais déjà à l'époque, moi je faisais du podcast depuis 8 ans. Ouais, non mais carrément. Donc il y avait des gens qui me suivaient depuis très longtemps, et il y avait vraiment cette volonté de me soutenir qui s'est concrétisée, qui s'est manifestée par le Patreon. Donc en mars 2014, j'ai fait cette première étape qui m'a encouragé à passer la seconde. Ouais. On en a beaucoup discuté avec ma femme, et on s'est dit que à la rentrée 2014 en septembre, je me lançais pour de bon. Ouais, parce que là, si t'étais à peu près à 500 € par épisode, 2 épisodes par mois, c'était pas suffisant. Donc, il fallait. Là, t'as fait une sorte de saut dans le vide, un petit peu, j'imagine. Alors, c'est comme ça que je le qualifie quand j'en parle, et quand j'en parlais à l'époque déjà. C'est d'autant plus un saut dans le vide que j'ai préparé donc le Patreon avec des objectifs de financement plus importants. On parlait de 1500 et 2000 dollars comme les deux objectifs à atteindre, qui me permettaient du coup d'avoir un minimum vital pour en vivre en faisant des choses à côté. Et j'ai donné ma démission chez Blizzard avant de lancer le Patreon. T'avais pas communiqué sur la nouvelle version du Patreon qui arrivait, quoi. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Donc t'étais quand même. Alors soit t'étais confiant, soit t'étais naïf, ou j'en sais rien. C'était quoi l'état d'esprit là? C'était bon, d'une part, j'avais fait un petit peu le tour de ce que je voulais faire chez Blizzard. Ouais. Et quand je pensais à mon avenir potentiel dans la société, un moyen de réfléchir, de se projeter, c'est souvent de se dire: est-ce que je voudrais le boulot de mon manager? Mais c'est vrai. Et en pensant à cette question, la réponse était pas vraiment. Ouais. Donc je me disais peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Et puis une certaine confiance, alors dans la communauté pour le Patreon, effectivement. Et puis je me disais, il y a un truc, tu vois, même si le Patreon ne prend pas au niveau que j'espère, l'économie de la création se développe. Il y a des choses qui se passent dans les podcasts, sur YouTube, dans tous ces domaines. Et donc, moi, j'ai envie de tenter ça. Et pas trop en France encore. Hein. Parce que c'était le début. En fait, les exemples que tu avais en podcast, c'est ce qui se lançait sur Patreon, c'était pas en France. Non, bien sûr. Ouais, donc au final, tu as quand même été l'un des premiers, si c'est pas le premier d'ailleurs, podcasteur à te lancer sur Patreon. Ce qui fait que tu pouvais pas savoir si ça allait marcher au final. Non, je pouvais pas, mais je voulais... Alors, sur les podcasts, oui, j'ai été, je pense, sur Patreon le premier. Je suis pas le premier podcasteur français, il y en avait quelques-uns, pas très nombreux, et puis évidemment, c'était le tout début du format, donc ce qu'on appelait podcasteur, c'était peut-être des gens qui mettaient des fichiers MP3 sur leur site, parfois, mais j'étais parmi les premiers, et peut-être, j'ai eu de la chance d'être au bon endroit au bon moment avec Azeroth.fr, et donc, sans doute, je crois, à cette période, le plus gros podcasteur du moment, ce qui était une mare tout petite, tu vois. Donc, j'étais un gros poisson dans une petite mare. Aujourd'hui, je suis un petit poisson dans une mare qui est beaucoup plus grosse. Mais c'est vrai que j'étais un podcasteur connu dans ce petit monde des podcasts à l'époque. Et sur Patreon, oui, je crois que j'étais le premier podcasteur à me lancer sur Patreon. C'était pas le seul mode de financement participatif, évidemment. Il y avait Kickstarter qui existait depuis quelques années déjà. Ouais, c'était presque du one shot, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Le problème, moi, je me suis jamais lancé sur Kickstarter parce que c'était du one shot, et au bout de 1 an, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu retournes demander aux gens de te refinancer pour une autre année. Ça m'a jamais paru stable. Et moi, je recherchais avant tout de la stabilité. Patreon permettait d'avoir cette visibilité, cette fiabilité qui était beaucoup plus grande. Donc, je crois que j'ai été le premier à me lancer sur Patreon en France. Et tu dis que l'économie de la création était surtout américaine, c'est vrai, mais elle commençait à décoller également en France. En travaillant chez Blizzard, par exemple, on avait commencé depuis 1 ou 2 ans à travailler de très près avec des créateurs comme Squeezie et d'autres, qui existent encore bien sûr aujourd'hui. Et donc,
l'économie de la création avait vraiment décollé. Tu vois, quand on dit en 2006, YouTube n'existait pas, Ah oui, là, en 2014, c'est plus du tout pas la le même même. paysage, ouais, c'est clair. C'est ça. Donc Ouais. je me disais, alors le podcast, j'espère que ça va marcher, mais imaginons que ça ne suffise pas, bah je peux également essayer de faire quelque chose sur YouTube et essayer de faire quelque chose ailleurs, et je pense que je réussirai à trouver une formule qui me permettra d'en vivre un minimum. Et comme je te disais, on en a beaucoup parlé avec ma femme, et on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait que j'essaye. Je me suis donné 1 an pour tenter. Ouais. Et voilà. Et donc, dans ce sens-là, oui, c'était un saut dans le vide qui, heureusement, ne s'est pas terminé sur la falaise, quoi. A priori, t'es toujours là, donc A priori, oui. tu fais toujours des podcasts. Mais d'ailleurs, tu dis que même si ça n'avait pas marché, je t'entends le dire parfois que tu ferais quand même du podcast, tu continuerais en mode hobby. Tu te serais jamais arrêté au final. Non. Mm. Quand je te dis, c'est mon coup de foudre professionnel. Ouais. Tu sais, je te parle de ma femme. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai compris ce qu'était un coup de foudre. Vraiment. J'ai rencontré ma femme en 2009, et tout ce dont on parle dans les romans, dans la poésie, dans la chanson, et ben j'ai compris que c'était vrai en fait. Ça existait vraiment. Et alors, pour pas parler de ma femme pendant toute la discussion, au niveau du podcast, c'est un petit peu la même chose. En 2006, quand j'ai commencé à faire du podcast, j'ai trouvé dans cette formule, dans ce format, un mélange de tant de choses qui me conviennent, qui me convenaient, que je ne pouvais pas imaginer ne pas faire ça. C'est un coup de foudre total. Et dès 2006, bon, peut-être 2007, on va dire, le temps que je me familiarise un petit peu avec la chose, j'ai commencé à me dire, presque inconsciemment, parce que c'était même pas quelque chose d'envisageable, j'ai commencé à me dire, si je pouvais en vivre, eh ben, c'est ce que je voudrais faire. Et il a fallu attendre 2014 pour que ça se concrétise, parce que vraiment, j'insiste sur ce point, à l'époque, dire je voudrais vivre du podcast, c'était, j'en sais rien, comme dire je voudrais vivre du fait de marcher dans la rue, tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais, non mais c'est sûr. C'est sûr. Donc on est en 2014, la campagne a fonctionné. J'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Là, on est en 2025 maintenant. Est-ce que tu as eu des challenges Alors, c'est beaucoup de travail. Ouais. Je pense que c'est hebdo déjà. c'est hebdo. J'ai aujourd'hui deux émissions hebdo à gérer qui ont beaucoup évolué, parce que à l'époque, quand je les ai lancées, que ce soit pour la tech ou le jeu vidéo, bah on parlait, tu vois, des iPhones, des applications sympas, ce genre de choses. Aujourd'hui, quand on parle de tech ou même de jeux vidéo, on parle des conséquences de l'IA sur le monde du travail, de l'impact d'Uber sur l'économie, de l'ingérence de pays étrangers par les réseaux sociaux qui vont affecter les élections. Même dans le jeu vidéo, on parle de toxicité au travail, de harcèlement, de l'évolution d'une industrie qui est la plus grosse industrie culturelle du monde. Enfin, c'est des sujets qui nécessitent un travail de veille énorme, de compréhension, et je ne peux pas décevoir mes auditeurs sur ces points. Donc, là où je suivais un petit peu l'actu et en 10 minutes de réflexion, je préparais mon émission en 2014, aujourd'hui, il me faut 10 heures de veille, 10 heures de prépa pour chaque épisode. J'exagère. Et en plus de ça, je fais maintenant une émission quotidienne qui s'appelle l'Actu Tech, qui a, si on parle de creator economy, qui a un objectif commercial très clair, qui est d'être beaucoup plus accessible pour les nouveaux auditeurs et d'attirer un public à mes émissions, parce que justement mes émissions hebdo qui sont un peu denses, un peu touffues, où j'explique évidemment, j'essaye de rendre la chose aussi compréhensible que possible, c'est quand même des émissions d'1h30 avec 600 épisodes derrière. Ouais, c'est sûr. C'est un peu dur de rentrer dedans. Donc, j'ai ajouté cette quotidienne. En 3 minutes, je couvre une actu, mais ça fait un petit peu de boulot en plus aussi, évidemment. Ouais. Et j'ai perdu le fil de ta question. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs ce podcast. En fait, j'y réfléchissais, je me disais, c'est un peu ton ligne magnète, tu sais, vers tes autres podcasts. C'est un produit d'appel. Ouais, c'est ça. Et je réfléchissais en fait à pourquoi ce format. Et en fait, je me suis dit,
bon déjà c'est 5 fois par jour, donc il te faut 5 fois moins 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, pardon. Oui, c'est vrai, 5 fois par jour. Là, Je pourrais, hein. Tu sais, déjà, je le fais 1 fois par jour et à peu près 2 ou 3 fois par semaine, je me dis, j'ai pas parlé de ça. Rajouter une news quand même, je peux la mettre dans l'après-midi peut-être, mais je le fais pas, je reste raisonnable. Donc au final, t'as besoin de 5 fois moins d'audience, enfin 5 fois moins d'auditeurs pour faire autant d'audience. Donc tu peux potentiellement mettre de la publicité si plus tard ça t'intéresse. Ah bah c'est le but, hein, évidemment. Le but. Alors, j'ai vécu longtemps en Finlande. Ces 6-8 dernières années, je vivais en Finlande. Ma femme est finlandaise, et aujourd'hui, donc, on est rentré en France. Et bon, bah la France, avec tout l'amour que je porte au pays, c'est vrai qu'il y a des taxes, des impôts qui sont, enfin des taxes en tout cas au niveau des sociétés, ça me coûte plus cher en France qu'en Finlande, donc il y a un objectif important d'augmentation de revenus. En plus, il y a un changement technique de facturation sur Patreon avec lequel je vais pas t'embêter, mais qui réduit mécaniquement un petit peu les revenus. Donc oui, il y a un objectif clair d'augmentation des revenus. Et c'est marrant parce que j'ai vu mon comptable en début d'année, là, on enregistre en février, je lui ai parlé en janvier, on a regardé un petit peu l'année qui vient et on a conclu qu'il fallait augmenter les revenus. Et donc ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses et je me suis mis à faire des choses en quelques semaines que je voulais faire depuis des mois, voire des années. Et c'est marrant parce que cette émission, donc l'ActuTech, qui a vraiment comme objectif commercial, qui a un objectif commercial très clair, je me suis un petit peu surpris à l'apprécier beaucoup créativement aussi. Parce que, comme je te disais, mes émissions piliers, qui restent mes émissions piliers, sont devenues un énorme un énorme travail de préparation, de pré-prod, de post-prod. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Avant, j'allumais le micro, j'enregistrais et c'était tout. Maintenant, je fais de la vidéo, je stream, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, même pendant la prod, il faut que je switch en pensant à parler, en donnant la parole, c'est compliqué. L'ActuTech, j'ai déjà préparé mes émissions. Donc, je maîtrise les sujets normalement. Donc, j'allume le micro, je parle 3 minutes. Parfois 5. Je crois que t'es monté jusqu'à 9, il me semble. Alors, le premier, oui, c'était un mauvais exemple. Il y avait beaucoup de choses à expliquer. Généralement, je suis entre 3 et 4, on va dire. Et c'est la promesse, quoi. C'est ça, c'est la promesse en tout cas. Et donc, j'allume j'allume le micro, j'enregistre, c'est terminé. Je prends du plaisir en plus à enregistrer comme ça, sans stress, sans pression. Parce que quand je fais le rendez-vous tech, j'ai une pression énorme sur les épaules. Vraiment, je sens le poids de la responsabilité d'expliquer. Complètement. Je pense sincèrement, c'est une conviction profonde, que la technologie est un domaine essentiel pour comprendre le monde. C'est ce que je dis souvent, on peut pas comprendre le monde si on comprend pas la tech. Et l'économie, la politique, même dans une certaine mesure, la communication sont couvertes par les médias traditionnels correctement. Je trouve que la tech est beaucoup plus complexe. En tout cas, elle n'est pas couverte aussi bien dans sa complexité et surtout dans ses enjeux. Parce que étant donné qu'on a moins de maîtrise du sujet culturellement dans la société, un sujet de 2 minutes ou d'1 minute 30 dans un journal, ça va pas suffire pour explorer cette nouvelle technologie et ses enjeux. Et donc, moi, je me sens investi d'une mission sacrée, presque, de vraiment maîtriser ces sujets, les comprendre suffisamment bien pour pouvoir les distiller de manière compréhensible pour n'importe qui, pouvoir analyser et expliquer les enjeux ensuite, les conséquences, les questions que ça pose, pour que la personne qui va écouter mon émission, en 1 heure, 1h30, 1 heure sur les gros sujets, ait vraiment une compréhension de ces évolutions qui est suffisante pour se dire « Ok, je comprends ce qui se passe et j'ai les outils pour peut-être
imaginer ce que ça va vouloir dire pour moi, dans mon quotidien, dans mon travail, dans mon environnement. Et donc, il y a vraiment cette volonté d'offrir ce service, cette valeur ajoutée aux auditeurs et aux auditrices. Et pour moi, c'est important. C'est la raison d'être de l'émission et de ma carrière de podcasteur, presque. Et donc, c'est toi qui te mets cette pression, ou là, tu la ressens aussi de la part des auditeurs? Non. Non? Les auditeurs sont très très gentils, Ouais. très bienveillants. Au contraire, quand je dis que je ressens cette pression et que j'ai le besoin de faire une émission par semaine, même si je suis malade, même si les enfants sont malades, même si ils me disent mais c'est pas grave Patrick, t'inquiète pas, tu peux prendre un épisode off, et je l'ai quasiment jamais fait en 10 ans de podcast professionnel, et même si tu remontes plus loin, c'est quasiment jamais arrivé. Là, le changement de facturation Patreon dont je te parlais implique que il va plus y avoir une facturation à l'épisode, mais au mois. Ce sera fixe? Ça sera fixe par mois, donc j'aurai un petit peu plus de facilité si vraiment c'est nécessaire à sauter un épisode. Mais je crois que je vais avoir du mal, moi, à le faire, parce que d'une part, si j'ai un contretemps au dernier moment, j'ai quand même fait tout le travail de préparation, j'ai mes sujets qui sont prêts souvent, et puis je me dis, il suffit d'enregistrer maintenant, autant le faire. Et puis, j'ai cette impression que je rends un service important à mon public, quoi. Non, mais et qui est disproportionné par rapport à l'importance que peut avoir une émission de tech, un podcast tech mais pour moi, c'est vraiment important. Oui. Et du coup, là, on est début février, donc t'as pas encore le recul nécessaire là sur les changements de Patreon, parce que c'est pas aujourd'hui ou demain ou quelque chose comme ça. Dans quelques jours, oui, dans la semaine. Ça va arriver. Et effectivement, là, tu vas avoir une perte de revenus parce que il y a certains mois, t'as 5 semaines, et donc tu facturais 5 épisodes, et là tu vas passer à une facturation mensuelle lissée sur 4 épisodes, quoi. Exactement, oui. Ouais. Donc on passe, en gros, par an, au lieu d'avoir 52 épisodes pour 52 semaines, on est à 48, l'équivalent de 48 épisodes. Mine de Donc rien. c'est une chute de 7% à peu près. Enfin, c'est pas tout à fait ça, on va dire entre 5 et 7%, ce qui est pas négligeable, surtout dans un contexte, comme je te le disais, où moi, il faut que j'augmente les revenus. C'est ça. Donc, il faut que j'augmente les revenus, et je pars 10 mètres en arrière dans la course, tu vois, donc c'est un petit peu... Et puis, il y a aussi une autre problématique, je trouve, avec cette facturation-là, c'est que c'est pas le même prix qui est affiché. C'est ce qui m'inquiète le plus, oui. Ouais. C'est-à-dire que là où on a, disons, 1 euro, 3 euros, 5 euros par épisode, et là, on va avoir l'équivalent, c'est 4 euros, 12 euros, 20 euros par épisode. Le sticker shock, comme on dit en anglais, est réel. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus, oui. Et effectivement, je comprends cette problématique d'autant plus que ça reste... après, tu vois du Netflix, c'est accessible à 7 euros. Tu vois, il y a plein de choses, en fait. Après... Je comprends la partie, c'est quelque chose qu'on écoute toutes les semaines, on veut soutenir son créateur, mais je comprends un petit peu les craintes derrière quand même. Les gens qui veulent soutenir les créateurs sont autant sujets au choc de l'étiquette que les autres, je pense. Ouais. Et donc, on va voir comment ça va se passer. Je suis inquiet. Il faudra que je m'adapte. Je suis inquiet de ce point de vue, c'est sûr. Il faudra voir comment les courbes de soutien évoluent. Mais après, il y a des solutions partout. Il faut réussir à s'adapter. Je suis inquiet, mais confiant. Ouais. Je ne sais pas si les deux peuvent aller ensemble. Tu vois, j'ai des projets, j'ai des projets, j'ai des idées, et puis c'est pas la première fois que j'avance dans l'adversité, tu vois, dans cet environnement. Donc, je pense qu'il est possible d'en tirer quelque chose malgré tout. Oui. Et puis effectivement là, donc tu fais des choses. Enfin, tu disais que tu avais trouvé pas mal de solutions ces derniers mois. Donc, tu as parlé de l'ActuTech. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place en ce moment? Il y a beaucoup de choses auxquelles je pense. Ouais. Alors, j'ai relancé aussi une émission anglophone que j'avais arrêtée il y a quelques années. Ouais. Qui s'appelle The Phileas Club. Okay. Tu vois, je te disais que j'étais je faisais vraiment partie d'une communauté anglophone également. C'est une émission qui
couvre l'actualité internationale avec, à l'origine, quand elle existait il y a quelques années, un angle qui, moi, me paraissait vraiment intéressant, qui était d'inviter chaque mois des gens de différents pays, différentes cultures, différents environnements, pour couvrir les mêmes sujets. Alors, ils nous disaient ce qui se passe dans leur pays, mais aussi, on couvrait les sujets qui faisaient l'actualité chez nous, et on avait donc différentes perspectives sur ces sujets. C'était une émission qui était très compliquée à organiser, et j'avais vraiment des gens de partout. Je veux dire, je pouvais avoir des gens d'Asie, d'Amérique évidemment, d'Europe. Dans une même émission. Dans une même émission, dans un même épisode Ouais, chaque. décalage horaire et tout. Faut Voilà. vraiment tout calculer. Et la time zone. Ouais. Quand j'avais pas d'enfants ou des enfants qui dormaient n'importe quand, c'était encore faisable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai pas pu relancer cette formule de l'émission. Mais par contre, je propose aux auditeurs qui me suivent encore sur ce flux, qui n'a pas été activé depuis... genre, il n'y a pas eu de nouveaux épisodes depuis 4 ans. Il y avait encore des gens qui étaient abonnés, tu vois. Donc, il y avait vraiment des gens qui aimaient l'émission. Donc, je propose quelque chose qui encapsule une toute petite partie de ce que proposait l'émission à l'origine, qui est simplement moi, encore une fois, qui allume le micro, qui parle pendant 15-20 minutes, ou 30, une ou deux fois par mois, et puis je livre comme ça mon point de vue sur l'actu internationale, et je peux aussi expliquer aux gens qui sont ailleurs dans le monde ce qui se passe en France ou en Europe, et notre point de vue sur ces choses-là. Et donc, je pense qu'en particulier pour des Américains, spécifiquement, mais peut-être d'autres nationalités aussi, qui sont intéressés par un point de vue un petit peu différent, ça capture, comme je disais, une partie de ce qu'ambitionnait de proposer l'émission dans son format d'origine. Bon, c'est pas aussi ambitieux, mais il y a quand même cet aspect. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi un Patreon pour cette émission qui est minime, mais qui, bon, mettra un petit peu une petite cuillère de beurre en plus dans les pâtes ou les épinards. Ok. Et mais t'as communiqué dessus? J'ai pas l'impression d'avoir vu passer des choses. Très peu. Ok. À ce stade, ouais. Mais tu l'as peut-être pas vu passer non plus parce que c'est surtout avec la communauté anglophone. Ouais, d'accord. Ouais. Donc oui, moi j'avais vraiment plusieurs émissions en anglais qui couvraient plein de sujets, donc la politique internationale ou le cinéma ou les jeux vidéo, sans surprise, ce genre de choses. Comment tu vois le futur du podcast? Vaste question. Vaste question. Bah déjà le présent du podcast est très différent du passé, ouais. On va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je te parlais tout à l'heure de l'ambiance des tout débuts du podcast. C'était une ambiance très communautaire, très collégiale, où tout le monde se connaissait, où on allait dans les émissions les uns des autres. C'était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. On la retrouve encore dans certains festivals. Je pense à Pod, oui, mais par alors, exemple. Évidemment. Ouais. Oui, j'étais à Pod Paris en fin d'année dernière. C'était complètement... Mais tu vois, c'était complètement cette ambiance, mais c'est une petite bulle, une petite partie de ce qu'est l'industrie du podcast aujourd'hui, qui s'est beaucoup professionnalisée, qui a vu l'émergence d'acteurs qui viennent de l'univers du journalisme, qui se sont lancés parfois en tant qu'acteurs natifs du podcast, mais avec un background un petit peu plus professionnel. Nous, quand on s'est lancé dans le podcast en 2006, on n'était personne, on connaissait pas du tout ce métier, on était des gens qui aimaient se retrouver et parler autour d'un coca ou d'une bière et d'un bol de chips, tu vois. Aujourd'hui, le podcast est beaucoup plus professionnel. Des gens comme ça, comme moi finalement, il en reste très peu. Très très peu. Des gens de l'époque, alors il y en a qui font encore leurs émissions, mais très peu d'entre eux se sont professionnalisés. Et puis donc il y a d'une part ces journalistes essentiellement qui ont trouvé dans le podcast un moyen d'exprimer des choses qui ne trouvaient pas d'espace dans les médias traditionnels. Ouais, dans une grille de programme où tu as 5 minutes pour faire ton... Exactement. Ouais. Qui ont fait d'ailleurs shifter l'environnement du podcast parce que au tout début c'était des geeks et donc l'essentiel du podcast c'était de la tech, du jeu vidéo, ce genre de choses. Quand il y a eu la vague des journalistes que je vais appeler comme ça, 2014 on va dire, il y a eu deux grosses vagues, 2014 et 2018-2019.
ça a vraiment amené les podcasts sur des sujets sociétaux. Il y a eu les podcasts de crime, ce genre de choses. Et du coup, la tech s'est retrouvée être une partie congrue de l'offre du podcast. Puis un autre aspect qui est très important aussi, en France en particulier, qui est que les replays de radio prennent une place monumentale dans le podcast. Ils ont eu le nez en France plus qu'ailleurs. Ils se sont très très vite mis à peupler, enfin à créer des flux de podcasts pour leurs émissions. Et aujourd'hui, l'essentiel des catalogues de podcasts, c'est ça. Ça truste les classements, quoi. Complètement. En fait, c'est ce qu'on voit, alors qu'au final, c'est pas l'essentiel, mais c'est vraiment ce qu'on voit quand on ouvre son application de podcast. Bah, c'est l'essentiel des téléchargements. Hein. Oui, voilà. Ils bénéficient de la popularité de leurs animateurs ou de leur plateforme, et donc bah ça fait effet halo. Et mécaniquement, ça fait qu'ils sont plus écoutés également en podcast. Mais c'est le cas partout. Les podcasts, même de créateurs de contenu, ceux qui sont le plus écoutés, c'est des podcasts de YouTubers qui sont très populaires sur YouTube aussi et qui déclinent une version de leur podcast, du coup vidéo YouTube, en audio, que ce soit les Underscore ou les Hugo Décrypte ou tu vois ces gens-là qui sont présents partout sur Internet et qui du coup ont des grosses équipes. Moi, à mon niveau, une des autres choses que ça m'a forcé à faire, c'est un truc tout bête, mais par exemple une refonte des album art de mes podcasts. Ouais. Tu vois, jusqu'à maintenant, moi j'avais un logo sur mon fond framboise qui est distinctif, un gros logo blanc monobloc, et c'est tout. Ouais. Et bah il faut avouer, en discutant avec mon prestataire Acast, qui est mon agence pub et mon prestataire technique en même temps, on a discuté, on a essayé d'identifier des points d'amélioration. L'un des points d'amélioration, c'est bête, mais de la même manière qu'une miniature sur YouTube est devenue aujourd'hui 50% du travail, le miniature et le titre sur YouTube, c'est 50% du travail et de l'effort du vidéaste dans la création d'une vidéo. Bah sinon, elle n'est pas vue ta vidéo de toute façon. Donc, Exactement. Ouais. Il faut, quand on a un mur de miniature devant soi, et ben si le spectateur potentiel clique pas sur ta vidéo, bah elle va pas être vue. Donc c'est exactement le problème. Un petit peu de la même manière, dans une moindre mesure, bah si ton album art, il est pas un tout petit peu attrayant, on va pas cliquer sur ton podcast. Il y a plein de facteurs, hein, mais celui-ci en est un. Et donc, bah c'est tout bête, j'ai modernisé mes albums art. Tu vois, j'ai mis ma tête dessus, j'ai mis des et j'espère que ça va avoir. Alors, ça a pas besoin tout à coup de transformer tes statistiques de 0,1% des gens cliquent dessus. D'ailleurs, on n'a pas ces stats, hein, mais de 0,1% à 90. Mais si tu passes déjà de 2% qui cliquent à 4, ouais, bah c'est ça. Hein. C'est important. Donc voilà, c'est l'une des choses que je fais aussi. Et donc l'environnement du podcast a beaucoup changé. Et moi, je suis un podcasteur indépendant. J'aime me qualifier d'artisan podcasteur. Tu vois, moi, je me considère comme un artisan. Je fais mon podcast avec amour dans mon arrière-boutique, avec mes outils et je le livre ensuite aux gens qui veulent l'écouter. Mais dans un environnement où je vais pas dire les concurrents, mais les autres podcasteurs, c'est des sociétés qui ont des équipes énormes ou des youtubeurs qui ont des gens qui vont tout faire avec eux. Ben gérer la pré-prod, la veille, la production, la déclinaison sur les réseaux sociaux, la communication, c'est dur quoi. Donc déjà, alors j'ai des gens qui m'aident parce que j'ai quand même une suffisamment, je touche du bois, suffisamment de revenus et de budget pour pouvoir m'entourer un petit peu. Il faut que je sois honnête, l'environnement extérieur est très différent, comme je te l'ai décrit. Mais moi aussi, j'envisage mon métier de manière différente, beaucoup plus sérieuse, comme je le disais. Et donc oui, par rapport au lancement, au début, le podcast est déjà une industrie qui a énormément évolué, énormément grandi. Maintenant, où elle ira dans les années à venir, c'est évidemment difficile à dire. Je crois que dans la tech, il y a énormément
de produits ou de tendances ou de choses qui émergent, qui connaissent une immense popularité et puis soit qui restent, soit qui disparaissent. Le podcast, là-dedans, il a une place un petit peu particulière parce que il a émergé, puis continué à évoluer doucement, réémergé, et les gens se sont dit « Ah, le podcast revient d'entre les morts ». Non, il est pas revenu d'entre les morts, il a juste continué sans faire beaucoup de bruit, mais il a jamais décliné. Et puis, donc en 2014, en 2011, tout le monde a redécouvert le podcast. 2014, tout le monde a redécouvert le podcast. 2018, tout le monde a redécouvert le podcast. Et la différence avec d'autres technologies, c'est que les courbes d'usage du podcast ont pas fait les montagnes russes. C'est ça, ouais. Elles sont restées stables et en croissance. Alors aujourd'hui, on est peut-être arrivé à un plateau parce que tout le monde connaît les podcasts, tout le monde écoute des podcasts. C'est très net en 2006 jusqu'en même en 2014. Je devais expliquer ce qu'était un podcast aux gens. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Et la raison pour laquelle le podcast n'a jamais disparu, je crois que c'est parce qu'il répond à un besoin qui existe dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que malgré l'émergence des YouTubers dans ce format, le podcast a une raison d'être en audio seul. C'est-à-dire que concrètement, aux autres types de production, aux créations, il répond à une demande spécifique qui est de consommer du contenu quand on est en train de faire autre chose. Ouais, c'est clair. Que ce soit qu'on soit dans les transports, en train de conduire, en train de faire du sport, en train de faire son ménage. Alors ça veut pas dire que on peut pas avoir une vidéo YouTube quelque part en fond et puis l'écouter simplement mais fondamentalement c'est la même chose, c'est-à-dire que on a besoin d'un contenu en audio à consommer pendant qu'on fait autre chose. Donc je pense que le podcast restera, il est là pour rester pendant très longtemps. Maintenant, quelle forme il va prendre spécifiquement, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense qu'il va continuer tel qu'il existe aujourd'hui. Ça reste un contenu, un type de contenu à part malgré tout, parce que tous les autres types de contenus sur Internet existent dans le contexte d'algorithmes. C'est ça. C'est-à-dire que YouTube te propose des contenus vidéo quand tu as fini d'en consommer un, ou quand tu es en train de faire une recherche, ou quand t'es mitraillé et puis tu as sur le côté des petites... Et puis il y a un algorithme qui décide ce qu'il va te proposer. Même les autres types de contenus, Instagram c'est un algorithme, Twitter c'est des algorithmes, Blue Sky c'est des algorithmes, partout. Podcast, alors bien sûr tu vas faire une recherche sur un catalogue, il va te présenter différentes émissions, mais c'est quand même généralement par bouche à oreille ou parce que tu as besoin toi d'un sujet spécifique et puis tu vas rechercher quelques podcasts et puis en écouter un et c'est celui-là que tu vas écouter. Beaucoup plus difficile d'être découvert dans le monde du podcast. Je pense qu'il il commence à y avoir depuis quelques années quand même de l'éditorialisation, pardon, où il y a Spotify qui va en mettre en avant ou Apple Podcast. Mais ça m'étonnerait pas justement que ces acteurs-là commencent à mettre des algos dans leurs applications. Alors, ils pourront pas mettre des algos sur le podcast, ça reste un flux RSS, on s'abonne, voilà. Mais sur leurs propres applications, ça pourrait. Ils peuvent, mais même là, le podcast reste un média généralement beaucoup plus long que les autres. Oui. C'est un contenu beaucoup plus long. Alors, je parle pas forcément il y a des émissions qui durent 3-4 heures. Moi, mes émissions principales, elles durent 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2. Et je crois que c'est une demande des consommateurs, une demande des auditeurs et des auditrices. C'est un média qui est beaucoup plus intime, d'une manière qui est différente de Twitch, par exemple. Twitch, on va regarder Twitch pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures. C'est un petit peu en fond, t'écoutes un petit peu comme ça. T'as l'impression de passer du temps avec la personne, mais le podcast, t'as ça dans les oreilles. C'est vraiment dans les oreilles. On te susurre à l'oreille, tu vois. Sûr, et puis, et c'est des contenus quand même relativement longs, encore une fois, qui donnent moins l'occasion de te proposer un autre contenu.
Alors tu pourrais, quand tu écoutes sur Spotify, il y a d'ailleurs des tentatives qui ont été faites dans ce domaine, enregistrer une petite présentation de votre podcast et puis on va l'insérer dans les podcasts des autres. Ça existe, hein, bien sûr. Puis encore une fois, je dis, il n'y a pas d'algorithme. Le simple fait d'avoir des résultats de recherche ordonnés par la plateforme quand tu fais ta recherche sur la plateforme, c'est une forme d'algorithme. Mais je dirais que l'importance de cet aspect est infiniment moindre que sur les autres plateformes dont on parle. Et donc oui, il y a ces spécificités qui font que la découvrabilité est compliquée, la relation entre l'audience et le podcasteur est différente, etc. Dans quel sens ça va évoluer ? Je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal à le prédire. Je crois que ça va pas énormément évoluer. Une chose à laquelle on pense, c'est la passerelle entre la vidéo et l'audio. Je pense que tout le monde y passe plus ou moins. Si tu fais un podcast audio, souvent tu as une version vidéo qui accompagne. Mais le produit principal, on va dire, si on parle en termes commercial ou marketing, ton produit, c'est le podcast audio. C'est sur ça que tu te concentres a priori. Quand tu es podcasteur audio natif. Je pense pas que les choses vont énormément évoluer dans les années à venir. Ça commence un petit peu. Effectivement, il y a la vidéo qui arrive de plus en plus. Toi, tu t'es mis à la vidéo, tu t'es mis forcément, enfin, tu t'es mis au live sur Twitch, donc forcément, il y a la vidéo, donc tu peux la mettre en replay et la proposer. Et c'est vrai qu'il y a Spotify qui commence aux États-Unis, ça va sûrement pas tarder en France à proposer. Ah, mais c'est déjà le cas. On peut uploader un podcast vidéo. Oui, mais disons qu'ils vont proposer de la monétisation pour ceux qui publient en vidéo. Peut-être ça va être des incentives comme ça qui vont arriver, je pense. C'est certain. Ouais. Il est évident que ça va. Enfin, la vidéo accompagne aujourd'hui l'essentiel des podcasts, on va dire. Si tu fais une version audio, souvent tu essayes de faire une version vidéo avec. Mais si tu veux faire de la vidéo, YouTube le fera mieux. Donc je suis pas convaincu que Spotify va réussir. La raison pour laquelle Spotify pousse la vidéo, c'est qu'ils pensent que ça leur ouvre de nouveaux marchés et de nouveaux moyens de monétisation. C'est ça la raison. C'est pas qu'ils ressentent un besoin de leur public et de leur audience. Donc, ça veut pas dire que ça peut pas fonctionner. Mais je suis pas convaincu que le cheminement soit simple pour Spotify. Oui. Ah oui, c'est sûr, c'est vraiment les outsiders de la vidéo, ouais. Et puis, l'usage de l'app, on parle de Spotify depuis tout à l'heure, qui a pris une certaine place dans le panorama du podcast. Enfin, Spotify, à la base, c'est pour écouter de la musique. Donc, la transition de la musique au podcast est cohérente. La transition du podcast audio au podcast vidéo, si on peut l'imaginer, je crois qu'elle n'est pas aussi facile à concrétiser. Quand tu as Spotify, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas transformer leurs usages, évidemment, mais c'est pas une transition qui est naturelle ou simple. Et c'est pas une transition non plus nécessaire au final. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression. Alors pour les consommateurs de Spotify, non. Pour Spotify, oui, parce qu'ils payent 70% de leurs revenus à l'industrie de la musique, une chose que tous ceux qui écoutent l'ActuTech savent, bien sûr, puisque j'en parlais il y a pas si longtemps. Mais ils cherchent, eux, à générer des revenus qui ne viennent pas de l'écoute de musique pour ne pas avoir à payer 70% de tout ce qu'ils touchent à quelqu'un d'autre. C'est ça le but de leur pousser dans le podcast et dans le podcast vidéo. Et encore une fois, pour eux, c'est cohérent. Mais si c'est pas un besoin pour leurs clients, je suis pas convaincu que ça se concrétise. En tout cas, moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que si on veut parvenir à monétiser son podcast, à en vivre, faut vraiment construire une belle communauté avant. Et c'est vraiment pas le premier truc à penser quand on se lance. Je pense pas. C'est certainement compliqué, c'est-à-dire que on n'en a pas beaucoup parlé, sans doute pas assez parlé dans l'épisode. Moi, ce qui a fait que je peux en vivre effectivement et que j'ai pu me lancer et durer pendant ces 10 premières années, c'est très certainement la communauté. C'est le soutien de la communauté qui, encore une fois, est très spécifique à des médias comme le podcast
Et le seul autre équivalent que je vois, c'est Twitch. Ouais. Parce qu'on a ce sentiment, cette proximité entre l'audience et le podcasteur qui est incroyablement importante. C'est-à-dire que la communauté qui me suit et qui me soutient depuis des années et envers laquelle je suis infiniment reconnaissant, c'est des gens qui me soutiennent un peu pour mon émission, Ouais. mais beaucoup pour moi. Mmh. Tu vois, il y a cette relation parasociale qui même se transforme un peu en relation classique parce que on est sur le Discord tout le temps, on interagit, il y a bien toute sûr. une partie de la communauté avec laquelle je me sens très proche aujourd'hui. Il y a Ouais, des gens que je considère comme des amis. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde qui doivent attendre tes éditos où tu parles un petit peu plus de toi et Ça fait partie intégrante de mon travail. Mmh. Et c'est une volonté enfin, une volonté claire et honnête de ma part de partager une partie de mon quotidien, de ma vie personnelle. Les gens qui me soutiennent et qui m'écoutent depuis un moment ont connu mon entrée chez Blizzard, ma rencontre avec ma femme, mon grand saut dans le vide, mais la naissance de mes enfants, mon déménagement en Finlande. Enfin, tu vois, ils ont suivi ma vie. Et c'est une spécificité de la création de contenu sur Internet, je dirais, par rapport aux médias traditionnels, mais encore plus des podcasts, encore plus même peut-être que sur Twitch. Ouais. Twitch est dans la même catégorie, on dira, plus que sur YouTube. Mais oui, c'est ce financement participatif a ses limites. Parce que tu atteins un plateau à un moment, c'est-à-dire que le cœur de ton audience va vouloir te soutenir. Si tu étends ton audience, tu vas y trouver beaucoup moins de gens qui vont être prêts à te soutenir financièrement. Ou plus tard. Donc les efforts que tu fais maintenant, peut-être que tu les verras dans un an. Peut-être, c'est possible. Mais je pense que sur plus tu étends ton audience, plus le relais, ça va être du coup la pub. Ouais. Je connais peu de créateurs, il y en a, et les gros Twitchers, ils sont soutenus par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui leur donnent véritablement de l'argent, donc oui, ça existe. Mais souvent, tu as un cœur de communauté qui va soutenir financièrement, et si tu étends beaucoup, ça va être un petit peu plus la pub. Si tu devais te lancer en 2025, tu ferais quoi? Oui, alors c'était un petit peu la question que tu posais. Ouais. Moi, je me suis lancé très tôt et j'étais vraiment là au bon moment, au bon endroit au bon moment avec Azeroth.fr et World of Warcraft. 2025, c'est plus le cas. Là, on n'est plus au bon moment, au bon endroit. C'est très compliqué sur toutes ces plateformes. Les gros créateurs sur YouTube, c'est souvent des gens qui sont là depuis longtemps, qui étaient là au début et qui ont grossi avec la plateforme qui a grossi très vite depuis 15 ans. C'est la même chose un petit peu sur Twitch. Donc c'est compliqué, certainement. Est-ce que c'est impossible? Je ne pense pas. Ce qui est certain, c'est que pour réussir à se lancer en podcast en 2025, il faut pas se reposer uniquement sur le podcast. Comme on le disait, le podcast n'a pas d'algorithme, on va dire, ou le rôle des algorithmes est vraiment minime. Et donc, pour découvrir un nouveau podcasteur, c'est presque impossible. C'est un petit peu le même problème sur Twitch d'ailleurs, soit dit en passant. Mais est-ce que c'est impossible? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut simplement avoir une idée très claire de la manière dont on veut arriver sur la place du podcast, avoir un produit qui n'est pas juste une copie de ce qui existe par ailleurs, offrir une vraie valeur ajoutée aux auditeurs et aux auditrices. Alors attention, si on veut en vivre, c'est ça. C'est-à-dire que le podcast a cette particularité qu'il est incroyablement bon marché à produire. C'est vrai. Littéralement, encore plus aujourd'hui qu'avant, littéralement, un téléphone et un compte chez un des prestataires comme Acast ou d'autres, ton podcast est en ligne et accessible dans le monde entier en 10 minutes. Donc, si tu veux juste faire du podcast pour t'amuser avec tes potes ou toi parce que ça te dit tu veux tenter. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Exactement. Tu te lances et puis peut-être que les gens te trouveront, peut-être que les gens ne te trouveront pas, mais tu le fais pour toi, tu t'amuses, c'est fun.
Et ça, j'encouragerais vraiment les gens à le faire. Moi, je l'ai fait pendant des années juste pour moi. Je trouve que les gens écoutaient, mais c'était pour moi. Et c'était incroyablement satisfaisant comme expérience. Mais oui, si ton but est de te lancer pour en faire une activité financière commerciale, il faut voir sur un moyen terme, on va dire, et puis avoir un plan. Offrir quelque chose que tu ne retrouves pas ailleurs, qui est mieux fait par quelqu'un d'autre, et surtout un plan de communication, c'est-à-dire est-ce que tu vas faire des vidéos YouTube ou du TikTok ou du... Et le problème qu'on a aujourd'hui dans le podcast, c'est que si tu vas communiquer sur d'autres plateformes, il faut que tu sois très bon sur les autres plateformes. Ouais, c'est ça. Et si tu es très bon sur les autres plateformes, est-ce que tu as vraiment besoin ou envie de faire un podcast? Tu vois, si tu réussis à être viral sur TikTok, à avoir une chaîne YouTube qui est super populaire, est-ce que ça va pas être ça? Parce que ça prend tellement de temps, d'énergie, d'expertise Ouais, bien sûr. de développer ces compétences-là. Est-ce que tu vas aussi faire du podcast? Je sais pas. Ouais, et puis surtout que même si tu es super bon sur TikTok, c'est si tu arrives à promouvoir ton podcast sur TikTok, c'est très compliqué de faire sortir quelqu'un de la plateforme pour qu'il aille écouter autre chose. C'est du branding, ouais. c'est-à-dire que tu vas être populaire sur TikTok et puis dans 2 semaines, 1 mois, 2 ans, Ouais, c'est ça. quand la personne va se dire « Ah tiens, j'écouterais bien un podcast », il va se dire « Ah, il y a Ouais. voilà. Et c'est pas un effet immédiat. C'est très, très compliqué. D'ailleurs, ne serait-ce que le fait d'utiliser des liens pour dire aux gens où ils peuvent écouter ton podcast. C'est hyper dur. Ouais. Tu veux envoyer les gens vers YouTube. Ta YouTube, ta chaîne YouTube ou ta vidéo YouTube que tu veux que les gens regardent, tu mets un lien et puis ils y vont. Pareil sur Instagram, sur TikTok, etc. En podcast, Non, c'est même pas où ils nous écoutent. il faut que tu aies un lien vers Apple Podcast, un lien vers Spotify, un lien vers Podcast Addict, un lien vers... C'est infernal. Ouais. Et à tel point que moi, j'ai fait développer un site web pour réunir mes liens. C'est-à-dire que notepatrick.com, aujourd'hui, Notepatrick, c'est le pseudo que j'utilise partout, notepatrick.com est un site qui a été développé par un développeur extrêmement talentueux qui s'appelle Kevin, sur lequel on a dû penser à une interface adaptée à ce besoin. C'est-à-dire qu'on a des petits blocs pour chaque podcast, avec, pour chaque bloc, 3 liens pour les 3 apps de podcast les plus populaires. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, l'actu tech, The Phileas Club, avec à chaque fois le lien vers Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict. Si tu cliques sur la petite flèche dans cet élément d'interface, ça va t'ouvrir le bloc, t'ouvrir le cartouche et te donner des liens en plus. Ouais. Si tu veux, Overcast, Castbox, les autres apps de podcast. Tu vas chercher les derniers pourcentages, là. C'est ça, exactement. Et donc, ne serait-ce que ce problème à résoudre, il n'est pas évident, tu vois, pour envoyer. Faut y mettre les moyens, quoi. C'est ça. Et il va sans dire que une immense part du travail que j'ai fait depuis 10 ans, depuis que je me suis lancé en tant que professionnel, c'est donc, je te parlais de suivre les tendances depuis que j'ai vu arriver Patreon et que je me suis lancé le premier en France sur Patreon dans le podcast. J'ai suivi donc ces tendances, ça m'a amené à faire de la vidéo, bien sûr, c'est une réponse évidente, mais j'ai aussi une newsletter qui commence à être populaire. J'ai une présence sur WhatsApp avec un channel qui a quelques abonnés. Tu vois, donc j'ai tout mon contenu que je réutilise, que je recycle, qui nécessite du travail aussi de production en post-prod après, mais qui me permet d'étendre la surface de contact avec mes communautés d'une manière qui est indispensable aujourd'hui, mais qui nécessite, encore une fois, je le dis parfois, moi, je suis donc artisan podcasteur, je fais 15 métiers différents. Et je suis seul. Tout part de ta veille. Tout part de ma veille, mais après, c'est... Et puis, je te parle même pas de, évidemment, l'administratif, la comptabilité, tout ça. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Et sur TikTok, tu sais, je fais des lives
TikTok aussi maintenant, donc en format vertical. Et j'ai été estomaqué de constater que il y a des gens qui m'ont trouvé sur TikTok par hasard, qui m'ont trouvé sur TikTok, qui voient le flux, qui entendent ma voix et qui me disent « Patrick, ils reconnaissent ta voix. Je ne t'ai pas entendu depuis Azeroth.fr en 2008. Qu'est-ce que tu deviens ?» Incroyable, sur TikTok. Donc des gens qui, 15 ans après, qui m'avaient... Et c'est pour ça que je te dis, Azeroth.fr, c'était quelque chose d'incroyable. 15 ans après, m'entendent au détour d'un live TikTok et me disent « Mais bon sang, je me souviens de toi, j'adorais ton podcast. » C'est incroyable. C'est là qu'on se rend compte de la puissance de la voix. En fait, on est vraiment dans la tête avec le podcast. C'est ça. Et bon, évidemment, je pense que Azeroth.fr, c'était un moment particulier dans la vie, dans notre vie à tous, parce que moi, finalement, tu sais, je parle de moi en tant que créateur qui parle aux auditeurs. Moi, je suis auditeur aussi. J'écoutais déjà à l'époque énormément de podcasts, j'en écoute toujours énormément, mais on était dans ce contexte où on jouait beaucoup à World of Warcraft, on suivait énormément l'ActuTech et puis on écoutait des podcasts pendant qu'on jouait dans nos longues sessions de farm de plusieurs heures. Et c'est un moment qui marque. On était sans doute un peu plus jeunes, certainement un peu plus jeunes. Et donc, c'était des moments où on découvrait des choses, on se formait un petit peu. Et oui, je crois que ça a fait partie de l'environnement médiatique de beaucoup de gens. Donc, pour ces gens-là, les rares aujourd'hui qui se souviennent encore de l'époque d'Azeroth.fr, ça a un impact. Et ma voix, quand ils l'entendent, ça les ramène à ce moment, tu vois. Ils sont peut-être pas si rares quand même pour tomber sur TikTok par hasard. J'ai été, et c'est arrivé plus d'une fois, plus d'une fois pendant les lives. J'ai été très surpris, moi je pensais pas. C'est assez fou. En tout cas, merci Patrick. Merci Luc. C'était super intéressant. Du coup, on peut te retrouver sur notepatrick.com, si j'ai bien compris. C'est le moyen le plus simple. Je suis Notepatrick ou notepatrick.com un petit peu partout. Donc, si vous cherchez Notepatrick, que ce soit sur Blue Sky ou sur Internet ou sur Twitch ou sur YouTube, vous me trouverez. Notepatrick partout. Notepatrick partout. Et donc, notepatrick.com qui réunit absolument tous les liens, y compris l'abonnement à la newsletter hebdomadaire et les liens vers les réseaux sociaux. Et au Patreon, n'oubliez pas de soutenir. Très important le Patreon. Non mais tu vois, le Patreon c'est dans un deuxième temps. Faut te découvrir, apprendre à te connaître. Et puis une fois que les gens se mettent à écouter des podcasts, alors au début 3 minutes par jour, et puis ils se disent je vais aller écouter l'hebdo. Ils passent 1h30 en ma compagnie chaque semaine. Au bout de quelques semaines, quelques mois, je fais partie de la famille presque. Ils vont joindre le Discord. Voilà. Et quand je leur dis vous pourriez soutenir et devenir quelqu'un de bien, et là ils se disent mais c'est vrai, ça fait 6 mois qu'il me fournit des informations pertinentes et intéressantes, pourquoi ne pas le soutenir? Donc dans un deuxième temps, pour le moment, abonnez-vous simplement au podcast, ça sera une bonne étape. Ce sera déjà pas mal. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!